Vous faites une parfaite transition pour le dernier thème. Chine, l'industrie européenne a-t-elle déjà perdu la bataille? Quand on voit effectivement, le niveau de technologie et pour des coûts 30 à 40% inférieurs à ce qu'on produit ici en Europe, est-ce que... Et puis surtout dans la négociation, dans la course, Jean-Pierre Petit. la négociation commerciale, parce qu'on a les instruments de coercition, etc., qu'on a mis en place, d'ailleurs, en 2023 pour lutter contre le dumping chinois, mais on est affaibli parce qu'on dépend de la Chine. C'est ça qui est terrible. Parce que le monde globalisé, c'est terrible. En 45 ans, alors c'est extraordinaire ce qui s'est passé en Chine. Enfin, franchement, là, il n'y a pas grand monde qui l'avait prévu. Hein, quand il y a eu les premières réformes de Deng Xiaoping, que ça deviendrait une grande... Enfin, pas aussi grande que les États-Unis, ça dépend quels critères on utilise, mais enfin, disons, une grande puissance technologique, ça, il n'y a pas grand monde pour le voir. Mais ils ont un tel taux d'emprise sur les terres rares qu'ils sont à 90-95% de taux d'emprise, c'est-à-dire à la fois sur l'extraction, les réserves, pour le traitement des terres rares, surtout. Ça, il faut rappeler que les terres rares ne sont pas rares, il y en a absolument de partout. Par contre, les raffinés et les traités, ça, c'est 90%. Mais on dépend d'eux. En Chine. On dépend d'eux, donc quelle est notre marge de négociation? Même Trump est obligé de le reconnaître. Thomas Grémine. Parce que là, je pense aussi qu'il faut être d'accord sur le constat. Et je pense que sur le constat, il y a un rouleau compresseur chinois qui touche des pans entiers de notre industrie. On ne parle plus comme des panneaux solaires dans les années 2000, on ne parle même pas seulement des batteries ou de l'automobile. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui? Peut sembler catastrophique parce que l'automobile en Europe, c'est 14 millions de salariés. On parle de la chimie, de la pharmacie. Dans le nucléaire, ils sont 4 fois moins chers et ils peuvent produire des centrales nucléaires beaucoup plus rapidement que nous. Donc sur nos marchés à l'exportation, c'est un vrai problème. Et donc la question, c'est comment vous faites face à une menace systémique. Or, aujourd'hui, au niveau européen, on n'a pas les instruments pour faire face à une menace systémique. On ne parle pas de subventions sur un produit particulier, où là, la Commission européenne peut mener une enquête qui va durer 2 ans et on fera des représailles au bout de 2 ans. Là, on parle d'une menace systémique. Donc, comment vous faites pour protéger des filières entières? Il y a eu un article dont on a beaucoup parlé hier dans le Financial Times qui dit que compte tenu de la situation économique aujourd'hui, en Europe, il ne peut y avoir en gros qu'une barrière forte à la Trump qui peut être mise. Donc on installe des méga barrières douanières tout autour de l'Europe pour protéger notre économie. Mais la question, c'est comment on fait pendant la libre-échange. Si vous voulez faire un bras de fer, il faut vous armer pendant la transition. Et donc, il faut savoir diversifier notamment vos sources d'approvisionnement. On a parlé de la question des terres rares, des métaux stratégiques. C'est fondamental, avant d'aller au bras de fer, de très rapidement développer une stratégie pour être prêt à cet affrontement. Sans oublier qu'on dépend beaucoup d'importations chinoises aujourd'hui. Et il faut bien comprendre donc, que la progression de l'industrie européenne ou de l'activité européenne dépend aussi de l'accès à ces produits chinois. Donc attention de ne pas rentrer dans une stratégie d'antagonisme qui serait néfaste pour tout le monde. Donc moi je serais plutôt partisan d'une stratégie assez ciblée de protection, un peu à la Biden à l'époque, si vous voulez. C'est ce que mène la Commission, non? On a ces séries de centaines de produits sur lesquels on discute l'un après l'autre. Le plus important, c'est aussi de comprendre comment la Chine en est arrivée là. Et elle en est arrivée là parce qu'elle a un marché gigantesque en partie, parce qu'une stratégie publique qui a été cohérente, qui a duré très longtemps et qui a été lisible, par un effort d'éducation absolument majeur sur le développement du nombre d'ingénieurs en STEM, etc. Et c'est difficile à l'Europe de faire ça, parce que l'Europe a un marché important, mais derrière, il y a une désunion politique, il y a une incapacité d'action collective très, 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 très forte. Nathalie Janson. Alors moi, je vais être extrêmement provocatrice. Si effectivement la Chine, donc c'est un rouleau compresseur, parce qu'effectivement c'est de la planification, donc eux, ils ont décidé, ils vont là, donc c'est clair. Bon, moi, j'avoue que je suis pas du tout fan de ce modèle de planification, parce que je pense que l'innovation ne vient pas de la planification, mais elle vient effectivement des entrepreneurs. Donc je pense qu'il y a une limite, il y a beaucoup de limites à leur modèle. Qui patine, on a quand même des excès de production. Le pays ne va pas hyper bien, la population, il y a une forte concurrence. Oui, non, il y a c'est pas une démographie. Exactement, une démographie. Ils ont un mur de vieillissement. Ils vont faire en 26 ans ce que nous on a fait en 115 ans au niveau de termes de vieillissement. J'en reviens à ce que je voulais dire
au départ. Oui. C'est-à-dire que, étant donné que de toute façon, pour moi, je vois pas en quoi, on va déployer des mesures pour rien. Bah, c'est la théorie des avantages comparatifs. C'est pas à peine que, vu que maintenant, on le prend comme tel, comme ils sont exactement, comme ils sont de toute façon, la vision, on l'a. Et ben, on prend acte et puis on se bat ailleurs. Il y a des batailles qui ont été perdues, mais l'innovation, c'est le futur. Exactement. Et donc, il faut se servir de ça pour construire le futur. Et moi, je pense qu'on aura plus à gagner en disant, bah voilà, c'est comme ça, mais à partir de là, on innove, puisque les Chinois, ils nous ont clairement montré ce qu'ils voulaient faire. Et ben, on se base sur, on continue à importer contre lequel on ne pourra pas se battre, et on fait autre chose. Exactement. Jean-Pierre, puis Thomas. Non, juste un petit mot sur la Chine. Il faut voir d'où ils viennent. À la mort de Mao, en 76, ils étaient à $500 par habitant en PPA. Donc c'est un pays extrêmement pauvre, extrêmement vulnérable. Là, aujourd'hui, ils sont à 19 000. Alors, si son pays dit à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, comme dit la Banque mondiale, mais en 45 ans, c'est tout à fait exceptionnel néanmoins. Donc voilà d'où ils viennent, quoi. Parce que Thomas Grabine. Moi, j'ai un peu de mal avec ce discours sur la destruction créatrice au niveau européen, parce qu'il me semble que ce qu'on observe depuis 50 ans, c'est que ce qui tire notre économie en Europe, c'est toujours les mêmes secteurs. C'est l'automobile, c'est la chimie, c'est la pharmacie en Allemagne, c'est les machines-outils. Donc, quand vous regardez les grandes entreprises européennes, c'est les mêmes quand vous prenez plus ou moins on est figé. On est figé. Et donc, on n'est pas dans la situation américaine où on est capable de créer des géants de la tech. Et donc, ça, on peut le regretter, mais pour moi, il y a un risque majeur, parce que ça veut dire qu'une fois que si l'industrie automobile tombe, si l'industrie chimique tombe, si la machine-outil tombe, qu'est-ce qu'on a derrière ? On a eu un discours ces 15 dernières années sur le fait qu'on allait être à la pointe sur les industries vertes. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui ? On est complètement dépassé sur ces industries. Les 2 tiers de la production mondiale des industries vertes, c'est au niveau chinois. Donc la stratégie européenne ne marche pas. Moi, ma grosse crainte, c'est qu'on vive sur des pans entiers de l'industrie européenne, ce qu'on a connu sur les panneaux solaires dans les années 2000. Dans les années 2000, l'Europe était leader dans la production de panneaux solaires. La Chine a développé à partir des années 90 une stratégie pour monter en gamme et monter en production dans les panneaux solaires. Nous, on n'a pas voulu voir la menace à court terme. Or, la production a augmenté en Chine et on a fait ce qu'on fait souvent, c'est-à-dire on a fini par prendre des mesures de représailles, mais trop tardivement et de façon trop limitée. Résultat, on n'a pas empêché ces importations massives de panneaux solaires et ça a juste conduit à surenchérir le prix de nos importations. Donc, on s'est rendu compte qu'en gros, ça ne tenait pas. On a levé, entre guillemets, ces droits de douane. Mais le résultat, plusieurs années après, c'est que la production de panneaux solaires en Europe, elle a quasiment disparu. Donc on peut dire que les panneaux solaires, c'est pas très grave d'un point de vue macroéconomique. Mais si vous faites ça maintenant sur nos secteurs clés de l'économie, ça peut être une catastrophe sur l'économie européenne, sachant qu'on n'est pas capable, on n'a pas été capable depuis 50 ans de créer de nouveaux secteurs d'activité. Je citais l'exemple du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, qu'est-ce qui tire aujourd'hui les gains de productivité au Royaume-Uni ? C'est l'automobile et la chimie. C'est même pas la finance et c'est pas la tech. Donc on peut le regretter. Mais le constat est quand même très alarmant, il me semble. Là, ce dont on parle depuis le début de l'émission, c'est la tech. C'est très clair. Oui, mais c'est d'une Europe est plus grosse qu'avant. C'est la tech avec un risque de bulle assez important quand même. Oui, mais à la fin du match, il restera des choses. Il restera plein de choses. Beaucoup. Parce que Oracle, aujourd'hui dont on parle, elle a participé à la bulle de 2000. Cisco aussi a participé à la bulle de 2000. Intel, etc. Ils font partie de la boucle actuellement. C'est pas les leaders. Le leader, on va dire, grosso modo, c'est Nvidia maintenant. Enfin, dans les semi-conducteurs, c'est très clair. Et puis, il y a toujours les autres qui sont là, Meta, Alphabet, Amazon, etc. Et toute la bande, si je puis dire. Mais le poids macro, pas macro-financier, mais macroéconomique de la tech est plus gros qu'en 2000 et qu'avant. C'est ce qui tire toute la croissance américaine aujourd'hui. Est-ce que c'est un modèle de croissance pérenne ? Oui. Je pense, oui. L'innovation. Enfin, beaucoup plus pérenne que le nôtre, oui, en tout cas, en termes de croissance. Oui, par rapport au plus à la révolution de l'IA, je pense que oui, il n'y a pas photo. Quoi. Ils ont pris une avance. Et là, d'ailleurs, par rapport au gain de productivité, le fait qu'on soit plutôt à la traîne, c'est clair que ça vient effectivement d'une différence d'investissement dans ce secteur-là en France. Au niveau des investissements, on a un écart très significatif et donc de transformation dans les méthodes de travail quotidiennes. C'est-à-dire que c'est moins intégré que là-bas. Pérenne, donc on peut se dire qu'il y a encore de l'espoir, mais il faudrait peut-être qu'on passe à l'acte. Pérenne, mais financé par un accès à une énergie qui n'est pas très durable. Ouais, mais enfin, le coût, pour l'instant... Mais qui est abondant. Il n'est pas très favorable. Ce que je veux dire par là, abondant chez eux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est rentré dans une sorte de pari industriel et technologique qui est quand même fondé sur la transition énergétique. Et c'est là où on voit
il y a des incohérences constantes de l'action publique en Europe, contrairement à la Chine, par exemple. Ah bah oui. Donc, quand on s'engage dans quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Oui. Et on n'est pas capable de faire ça. En fait, tout ce qu'on dit, c'est quoi, en fait fondamentalement, c'est le problème de gouvernance en Europe. Oui. C'est une Europe tétanisée qui vit sur des anciennes industries et pas de vision pour l'avenir. Et en même temps, il faut toujours rappeler que c'est extraordinaire d'avoir réussi à faire ce qu'on a fait entre pays souverains, indépendants. Donc, on critique... Dans les premières années. Mais donc, la vraie difficulté, c'est la construction politique de l'Europe. Thomas Grabine. Depuis 40 ans, ça ne marche pas, c'est clair. Mais je pense que le marché sur le plan économique, là on parlait politique, mais sur le plan économique. Je ne sais pas si le modèle américain est soutenable d'un point de vue environnemental sur moyen terme. Je pense que malheureusement, ça ne sera pas le cas. Oui. Mais en tout cas, d'un point de vue économique à moyen terme, en effet, je pense que c'est un modèle avec une tech qui tire aujourd'hui la croissance, qui est plus enviable. Enfin, c'est un modèle qui est plus enviable aujourd'hui que le modèle économique européen. Mais ce qu'il faut voir, c'est que même aux États-Unis, et c'est bien ça la préoccupation de Trump, puis de Biden, puis de Trump 2, c'est que la tech, ça ne suffit pas. C'est fondamental, mais si vous voulez, pour des raisons de souveraineté... Ils veulent réindustrialiser aussi. De réindustrialiser, vous avez besoin d'un tissu productif pour être capable de construire des armements, et puis pour essayer de aussi mettre de l'activité... Les capacités industrielles américaines ne sont pas tombées. Hein. Vous regardez les statistiques, elles ne fait que progresser. Oui, Trump, il veut mettre le paquet aussi sur les industries manufacturières traditionnelles, d'où baisse du dollar, d'où droit de douane. Baisse du coût de l'énergie au maximum. Et qu'on a besoin, par exemple, d'industries traditionnelles comme l'acier, parce que sans acier, vous ne pouvez pas développer un secteur manufacturier. Donc aujourd'hui, il y a le débat sur la nationalisation d'ArcelorMittal à l'Assemblée ce soir. Aussi les industries de défense aussi, parce que si on veut se battre contre Poutine, on n'est pas trop mauvais. Défendre contre Poutine, faudrait aussi réinvestir là-dedans. Et là, on retrouve l'indépendance, non pas vis-à-vis de la Chine, mais vis-à-vis des États-Unis, notamment. Oui, parce que 64% des dépenses militaires de l'Union européenne, soit sur les 3 dernières années, viennent des États-Unis. Alors là, il y a un problème majeur. Aux États-Unis, oui, mais peut-être que Trump va secouer l'Europe et qu'on va se réveiller. Si on veut terminer il a déjà secoué l'Europe. À l'européenne, on voit effectivement... Oui, alors, il nous a un peu secoué. Et puis les nouveaux programmes d'aide, effectivement, priorisent normalement l'industrie de défense européenne. Mais il y a un problème de capacité, tout simplement. Personnel qualifié, et puis alors métaux critiques, etc. Enfin, Bon. De nombreux challenges pour l'Europe. Encore une fois, on finit l'émission sur une note, c'est difficile de finir optimiste, mais lucide, toujours. On voit que les chantiers sont nombreux. Merci à tous les quatre, Thomas Grébine, Pierre Jacquier, Nathalie Janson et Jean-Pierre Petit d'avoir participé à cette émission que vous retrouvez en podcast et replay sur l'appli BFM Business. N'oubliez pas, mardi prochain, les BFM Awards dès 18h30 sur notre antenne et à 20h en direct. Toujours sur la chaîne, la grande soirée de l'année, les BFM Awards, mardi à 20h. Tout de suite, vous retrouvez Tout pour investir, animé par Antoine Larigauderie. Quant à moi, je vous retrouve demain de 10h à 11h. Très bonne journée.